Le podcast de Mode et Affaires est présenté par Vêtements Québec. Donc bonjour à tous, je suis Lina et je vais être la présentatrice pour cet épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de Cassandra Lantier, gestionnaire marketing et projets spéciaux pour Vêtements Québec, et Erika Escobar, spécialiste en acquisition de talents pour Bestseller. Donc aujourd'hui, notre sujet, ça va être le recrutement. Donc merci à vous de vous joindre à la discussion, ça nous fait plaisir. Merci à toi. Merci de m'avoir invitée. C'est avec plaisir. Et justement, dans cette optique de recrutement, du contexte de la mode qu'on aime discuter ici, on va mentionner justement la journée carrière RH Mode. Alors justement, Cassandra, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette journée carrière? Bien sûr. La journée carrière, dans le fond, c'est la plus grande journée carrière de l'industrie de la mode au Québec. En chiffres, c'est plus de 500 participants par année. C'est plus de 1000 inscriptions. C'est environ plus de 1300 CV récoltés dans la journée. Plus de 100 recruteurs qui sont sur place. Donc, c'est un événement d'envergure. Les années précédentes, dans le fond, c'était en présentiel. Donc, il y avait... C'était en fait sous un même toit. Il y avait environ 50 entreprises qui étaient là avec des kiosques pour recruter. D'habitude, dans la norme, il y a 2 recruteurs par kiosque. Donc, c'est beaucoup de recruteurs. Puis, dans le fond, dans la journée carrière, il y a souvent des conférences, des ateliers, du recrutement en direct, du réseautage. C'est pas mal ça. D'accord. Et justement, avec cette situation un petit peu particulière, avec la pandémie, on s'attend peut-être à une édition qui va être d'autant plus particulière, justement. Est-ce que tu peux nous en dire plus vis-à-vis du changement, vis-à-vis des autres éditions? Oui, en fait, dû à la pandémie, on a dû changer un peu notre façon de fonctionner. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a essayé d'adapter la journée carrière en présentiel directement sur une plateforme virtuelle. Donc, on essaie vraiment de refaire exactement tout ce qu'on fait en présentiel. Donc, il va y avoir des kiosques comme les années en présentiel avec les entreprises qui vont être là avec les recruteurs. Les participants peuvent créer leur profil. Donc, c'est un peu la même chose. Puis, il va y avoir du réseautage, naturellement, entre les participants et avec les professionnels de l'industrie qui vont y assister. Il va y avoir... Qu'est-ce qui est le fun, c'est que même la composante de recrutement en direct, donc quand tu rencontres un recruteur, que la chemise passe très bien entre le candidat puis le recruteur, d'habitude, on pouvait sur place faire un entretien sur place, en fait. Puis, on va refaire ça cette année, donc directement en live ou en ligne. Les gens vont pouvoir faire un Zoom puis faire une séance de recrutement. Il va y avoir des conférences, des ateliers. Donc, c'est la même chose, mais sur une plateforme. Donc, ce qui est le fun cette année, c'est qu'on peut accéder à la journée carrière en pyjama. C'est pas mal. Et justement, en fait, habituellement, dans la journée carrière, c'est un peu comme une sorte de balade où on voit les différents kiosques, etc. C'est pas mal le fun, parce que pour certaines personnes, ils découvrent d'autres compagnies. Mm-hmm. Et comment ça va se passer cette année-là, dans le sens où est-ce qu'il y aura des rendez-vous qui seront pris à l'avance, avant la journée, ou comment ça va se passer? Cette année, on a décidé de ne pas faire ça. Donc, les gens vont se connecter directement et la journée même, les recruteurs vont être visibles. Donc, avant, on peut pas céduler les rendez-vous, puis c'est par souci de justice. Donc, tout le monde qui vont se connecter la même journée vont pouvoir écrire aux recruteurs. Puis, c'est ça. Donc, c'est vraiment... Je sais pas comment dire ça, mais c'est vraiment comme par souci de justice. Si jamais, moi, je décide de faire mon profil 3 jours à l'avance, puis je décide de messager quelqu'un, puis que la chimie passe très bien, puis que la personne remplit le poste directement, c'est un peu injuste pour les autres participants. D'accord. Ça promet d'être assez intéressant, assez innovateur aussi, je pense, une sorte de première, je pense, un petit peu. Ouais. Et c'est pas mal, j'ai l'impression, une sorte de solution un peu clé en main pour les personnes qui veulent justement faire du réseautage, qui veulent chercher un emploi, un stage, mais qui ont peut-être de la misère justement avec cette situation où on peut pas nécessairement toquer aux portes ou participer en live. Fait que ça promet d'être quand même assez intéressant, et je pense que dans tous les cas, comme tu le disais, RH Mode, c'est quand même une journée carrière qui est assez unique et qui a une grosse envergure, fait que pour toutes les personnes qui sont intéressées justement par le milieu de la mode. D'ailleurs, on peut le rappeler que ça peut être autant pour des personnes qui ont une formation de gestionnaire que des couturières, etc. En fait, ça... Tous les domaines. Donc, c'est la finance, c'est le marketing, le design graphique, e-commerce, peu importe. C'est vraiment parfait finalement, parce que ça englobe un petit peu de tout, et c'est un peu un endroit où tout le monde se retrouve, et je trouve ça vraiment super. Pour y avoir participé, je trouve ça super.
Qu'est-ce qui est le fun cette année, c'est qu'avec la journée carrière en virtuel, c'est que les gens de partout au Québec peuvent y assister. C'est pas juste les gens de Montréal. On sait que de faire une journée en présentiel à Montréal, puis qu'une personne habite à Québec, ça lui tente pas nécessairement de faire 3 heures de route aller-retour, ben, en fait 6 heures de route si on fait aller-retour, pour en fait discuter avec des recruteurs. Même si ça en vaut vraiment la peine, on sait que c'est beaucoup de déplacements, beaucoup d'efforts. Tandis que cette année, n'importe qui souhaite y assister peut le faire. Je pense que ça, c'est vraiment une valeur ajoutée. Absolument. Et peut-être éventuellement qu'on pourrait s'attendre à plus de participants finalement. C'est ce qu'on souhaite. En fait, c'est ce qu'on attend parce que dans le fond, on le sait qu'il n'y a plus vraiment de barrières. Donc, la seule vraiment barrière qu'on a rencontrée dans les années précédentes, c'était « Ah, c'est un peu trop loin pour moi, donc je peux pas vraiment venir. » Mais là, cette année, c'est à 2 pas de toi, avec ton ordinateur ou ton téléphone. Ben, c'est le fun. Et puis peut-être éventuellement, là on s'avance un petit peu, mais peut-être que ça serait une formule qui va peut-être persister dans le futur, on ne sait jamais. Ça sera peut-être pratique. Je peux pas le dire avec garantie, mais je pense que c'est définitivement quelque chose d'intéressant. Puis on va voir cette année comment est-ce que ça se passe. Puis après ça, on va peut-être pouvoir ajuster suite à la journée carrière. Ben, c'est super. Ben, dans ce cas-là, en fait, je vais un peu plus me retourner vers Erika. Justement, Erika de Bestseller qui sera présente justement à la journée carrière. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Bestseller pour les quelques personnes qui ne connaissent peut-être pas la compagnie? Oui, ben merci encore une fois de m'avoir invité pour le podcast. Donc, moi, je suis la spécialiste en acquisition de talent chez Bestseller Canada. Donc, Bestseller, c'est une compagnie danoise familiale de mode. Donc, il y en a plusieurs collections pour hommes, femmes, adolescents, enfants, toute la clientèle. On a environ une vingtaine de marques, dont les plus populaires que certains connaissent, Jack & Jones et Vero Moda. Au Canada, on a seulement 8 marques, juste parce que le marché canadien est différent du marché européen. Donc, c'est très, très grand au Danemark. On espère que ça va être le plus grand aussi au Canada, mais pour l'instant, on a seulement 8 marques. Et comme je dis, Vero Moda, Jack & Jones, c'est le plus connu, mais le reste, c'est tout le commerce en gros. Donc, Noisy May, Selected, Only Sense, qu'on peut retrouver dans les Simons et l'Abbé de ce monde. Et c'est pas mal ça. D'accord. Et donc, si je comprends, est-ce que toi, tu t'occupes du recrutement pour toutes les marques ou c'est plus pour Bestseller uniquement ou c'est aussi oui, sous-marque? Bonne question. Donc, Bestseller, c'est comme la société mère de tous ces brands-là. Donc, c'est une bannière et après, sous cette bannière-là, il y a plusieurs marques. Donc, justement, les marques que j'ai dit auparavant. Et mon poste, en fait, je suis comme un peu le garde du corps de la compagnie Bestseller. Donc, il faut passer par moi en premier pour passer une entrevue, que ce soit téléphonique, en personne. Je suis la seule qui s'occupe de tous les postes dans le siège social de Montréal de Bestseller. Donc, peu importe le département, c'est moi qui est là en premier. Donc, d'accord. C'est ça. Donc, finalement, toute personne qui va entrer dans Bestseller va avoir affaire à toi en premier, finalement. Exactement. Donc, c'est ça. C'est pour ça que, justement, l'événement RH Mode, c'est une super belle opportunité déjà pour rencontrer des participants qui, déjà, à la base, aiment la mode. C'est un filtre déjà, c'est un plus. C'est sûr. Et est-ce que tu pourrais justement peut-être nous mentionner, ce serait quoi les postes que vous cherchez à offrir? On a plusieurs postes. En ce moment, on est vraiment en une vague de changement. Surtout avec la pandémie, ça a vraiment fait avancer nos façons de faire, revoir nos procédures, tout ça. Donc, c'est comme une restructure de tous les départements. Donc, on a beaucoup de postes. On a finance, marketing, ressources humaines, les ventes aussi. Les postes, on peut les retrouver sur LinkedIn, c'est sûr, ou sinon sur notre site de commerce électronique bestsellerclothing.ca. Dans la petite barre en bas qui dit « Carrière », tu cliques dessus, t'es dirigé directement dans notre page carrière de Bestseller. Et tous les postes sont là, mais on a beaucoup de postes dans plusieurs départements. Ah, mais c'est super. Je pense que ça pourrait attirer justement pas mal de personnes qui seraient à la journée carrière éventuellement. Et justement, pour les personnes qui seraient intéressées à postuler, c'est sûr que chaque compagnie a des valeurs qu'elle supporte et aussi peut-être une certaine façon de fonctionner. Tu parlais justement d'une réorganisation, etc. Et pour quelqu'un qui voudrait être candidat pour Bestseller, ce serait quoi comme les capacités à mettre en avant, tout simplement les éléments à mettre en avant pour avoir ses chances finalement d'être recruté? Oui, bien, c'est une bonne question. C'est sûr qu'on change, ça a vraiment changé. Tu sais, avant, tout le monde, toutes les entreprises voulaient un candidat idéal, le parfait, la licorne pour chaque équipe. C'est impossible. Alors vraiment, cette année, même, je te dirais, les années avant, mais surtout avec la pandémie, c'est beaucoup les compétences qu'il faut mettre de l'avant. Donc, la compétence, c'est comme, par exemple, quelqu'un qui a des bonnes capacités d'organisation, quelqu'un qui est capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Donc, vraiment, c'est plus
je dirais pas la personnalité ou l'attitude, mais c'est vraiment plus les compétences que l'expérience de travail ou les études. C'est sûr que l'expérience et les études, c'est une bonne base, mais c'est pour ça que les événements comme RH Month, par exemple, ça nous permet d'aller voir plus au-delà que le CV. Donc, je te dirais, un candidat qui va aller chez Bestseller, moi, je suis très approachable, désolé mon anglais. Donc, moi, je préfère rencontrer la personne en premier puis vraiment aller comme connecter puis avoir une meilleure relation plus que juste le CV. Donc, je te dirais, un candidat, pour se démarquer, c'est vraiment le réseautage. Donc, comment tu peux justement avoir une valeur ajoutée autre que ton bagage, que tu as dans ton CV, par exemple. Ouais. Donc, participer le plus d'événements où est-ce que je suis, me suivre... c'est sûr qu'un jour, je vais te reconnaître, puis on va pouvoir au moins parler, puis on ne sait jamais. Ouais. Puis, ça me fait penser à une question que je sais que beaucoup d'étudiants se posent, et en général, les personnes qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience. Dans certaines offres d'emploi, on voit 3 ans minimum, 2 ans minimum, et des fois, les gens se disent « Je me sens capable, mais je n'ai pas ce critère-là. » Est-ce que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut vraiment respecter finalement, ou c'est comme si on a moins d'expérience, on peut quand même espérer avoir le job? Oui. Oui, je pense que ça aussi, c'est une très bonne question. Les critères sont là pour une raison, parce qu'on a fait une prise de besoin, je parle comme point de vue recruteur, on a fait une prise de besoin avec le gestionnaire. Donc, le gestionnaire, il y a comme certains critères pour le poste. Mais c'est sûr qu'à la fin, on veut un candidat ou un employé qui va bien fit avec l'équipe, avec l'entreprise, avec la culture aussi. Donc, si on voit qu'il y a 2 ans d'expérience puis tu as juste tes études, il faut quand même postuler parce que ça veut rien dire. Ça dépend aussi de quel poste. Donc, par exemple, on ne va pas postuler sur un poste de finance où on demande un bac et 2 ans d'expérience parce que c'est très technique. Ouais. Donc, c'est sûr que là, on a besoin beaucoup quand même de l'expérience ou au moins de la connaissance de certains logiciels. Alors que marketing ou ressources humaines, c'est quand même assez vague. C'est plus vers les relations. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment voir. Là. C'est juste... c'est plus facile quand c'est par rapport à l'attitude puis les compétences. Donc, ça dépend de quel poste. Mais si c'est vraiment technique, oui, il faut faire attention avec les critères. Il faut quand même être proche. Mais le reste, si c'est pas vraiment technique, c'est plus comme sur le terrain, puis c'est plus les compétences. Je dirais que le pire qui va arriver, c'est que tu n'aurais pas d'entrevue téléphonique. C'est vraiment juste ça le pire. Donc, je veux dire, si tu penses que tu es capable de le faire, applique, puis regarde où est-ce que la personne où est-ce que le recruteur va participer dans quel événement, ou tu peux facilement juste écrire un courriel au recruteur sur LinkedIn, par exemple, puis dire « J'ai postulé sur tel poste, voici pourquoi je pense que je pourrais le faire. » Puis peut-être que le recruteur va lire ton message et te répondre. Donc, puis finalement, je me dis, c'est dans cette optique du recrutement, c'est comme une sorte d'égalité un petit peu des chances, donner la chance à chacun, même si, comme tu disais, peut-être il y a tel ou tel critère qui n'est pas 100% respecté. Ça me donne envie d'élaborer sur la notion de recrutement éthique, donc recrutement un peu responsable. Comment vous abordez cette notion-là? Quelles sont les pratiques, en fait, chez Bestseller en ce qui concerne le recrutement éthique? Oui. Donc, nous, on a quand même 10 valeurs ou 10 lignes directrices chez Bestseller, où est-ce qu'on met beaucoup de l'avant dans nos entrevues, ou est-ce que quand je parle avec les personnes qui postulent sur le site Internet ou qui sont intéressées à un poste. Donc, on a 10 valeurs qui nous permettent justement de rester qui qu'on est, puis qu'on respecte vraiment la culture de l'entreprise. C'est tout sur le site Internet. Donc, un candidat qui va appliquer va pouvoir vraiment lire sur ça. Puis c'est sûr que c'est une des questions qu'on pose dans les entrevues, voir pourquoi tu appliques sur Bestseller. Donc, on essaie vraiment de garder cette transparence puis cette honnêteté à travers tout le long du processus, pas juste la description de poste. On va vraiment parler puis voir la raison pour laquelle tu veux rentrer dans la compagnie. Sinon, le processus, il y a plusieurs personnes qui sont incluses dans les entrevues. Donc, c'est pas juste moi qui fais l'entrevue puis que c'est moi qui fais l'offre à la fin. Je vais être celle qui va t'accompagner puis vraiment comme gérer une belle expérience candidate. Donc, pour avoir une belle expérience candidate, il faut justement être transparent puis vraiment parler de ce qu'on a besoin. Puis aussi, comme être ouvert puis de rendre le candidat à l'aise pour qu'eux, ils posent leurs questions à eux aussi. Parce qu'à la fin, c'est le candidat aussi qui fait l'entrevue dans un sens. C'est eux qui magasinent pour leur compagnie, pour le prochain emploi qu'ils désirent. Donc, c'est important qu'il y ait comme
une transparence puis une honnêteté à travers toutes les étapes du processus. Une autre bonne pratique, c'est je suis toujours transparente avec les prochaines étapes. Donc, même si que tu passes ou tu passes pas aux prochaines étapes, le candidat est au courant déjà de A à Z. C'est combien de temps que ça prend, c'est quoi les étapes, puis c'est qui va rencontrer. Comme ça, ben déjà là, c'est déjà avisé. Et sinon, la personne va rencontrer le gestionnaire. Et nous, ce qui est spécial avec Bestseller, c'est que la dernière étape avant l'offre, tu rencontres le président. Oh. Donc, le président est comme le dernier. C'est pas lui qui prend la décision, mais c'est vraiment plus un welcome meeting ou une rencontre de bienvenue, vraiment voir un peu pour parler vraiment de la mission, des valeurs encore de l'entreprise, puis de voir la vision du président aussi. Donc, c'est vraiment le mot-clé, c'est la transparence. Donc, c'est pour ça qu'on est... Tout ce qui est éthique de travail, valeurs et tout ça est vraiment mis de l'avant dans toutes les étapes du processus, même jusqu'à l'offre. Mais je trouve ça vraiment super parce que, notamment, c'est comme tout le processus, mais quand tu as mentionné justement que la personne rencontrait le président, je pense que c'est quelque chose qui ne se fait peut-être pas nécessairement dans toutes les compagnies et encore plus vraiment dans les grandes compagnies comme Bestseller qui sont internationales. Et c'est vrai que, tu sais, comme... Moi, je me dis, si je suis candidate et que j'arrive là, je sens qu'on me donne de la valeur finalement, que je suis pas comme une personne en plus, mais qu'il y a juste mon supérieur qui me connaît, puis comme je me fais discrète, mais finalement, c'est une personne qui va peut-être rajouter de la valeur justement à l'entreprise et qui est reconnue. Et je trouve ça comme... Ben, c'est pas une bonne chose que ce soit surprenant, mais c'est une super chose, en tout cas, ça, c'est sûr. Oui. Et non, c'est pour nous, c'est super important, juste parce que c'est pour qu'ils voient à quel point Bestseller... Mais je parle pour Bestseller Canada. C'est sûr que chaque bureau-chef est différent. On a plusieurs bureaux-chefs dans plusieurs pays. Mais nous, notre bureau-chef est quand même... On peut le voir comme un start-up, parce que même si on vient du Danemark, chaque bureau-chef à leur façon de faire. Donc, nous, c'est cette approche-là. Avec le président, c'est juste une façon de démontrer notre hiérarchie horizontale ou plate, qui veut dire que c'est un genre de open door policy ou porte ouverte où est-ce que t'as pas besoin de passer par 5 personnes pour parler à un directeur ou avoir une décision. T'es autonome, on te fait confiance. Et le fait que tu parles au président... le président, même, c'est un gros mot. Pour nous, on est comme... C'est juste Herman, en fait. C'est le président. Mais c'est ça. C'est vraiment pour qu'ils voient à quel point, justement, tout le monde est dans le même niveau un peu. Puis que si t'es embauché, c'est parce qu'on te fait confiance, on croit en tout ce que tu vas apporter. Puis comme tu as dit, justement, tu vas te sentir plus valorisé. Mais c'est vraiment aussi pour s'assurer que quand tu acceptes l'offre, tu es 120% avec nous. Puis que nous aussi, on te connaît bien. Puis j'ai oublié de dire aussi que dans la description de poste, quand on refait la description de poste ou quand on ouvre un poste, on inclut aussi les membres de l'équipe à des fois nous aider à relire la description de poste puis voir est-ce qu'il y a des choses qui sont ce que j'ai écrit ça par rapport parce que c'est eux qui connaissent la réalité aussi du poste. Donc ça aussi, ça permet encore une éthique de travail puis une transparence très importante chez Bestseller. Ça, c'est vraiment super inspirant, je trouve. Ça donne envie de joindre ce genre de compagnie, je dirais honnêtement, en toute honnêteté. C'est clair. Oui. Mais justement, encore une fois, en ce qui concerne un petit peu l'expérience, c'est comme moi, j'ai pas mal le point de vue d'étudiante, finissante, etc. Et je sais que des fois, les étudiants ont un peu comme un dilemme entre est-ce que je m'implique seulement dans mes études et je maximise mes notes ou c'est comme le fait de pouvoir m'impliquer dans la vie associative, avoir quelque chose sur le côté, éventuellement au détriment d'une note plus élevée. Quel serait le meilleur finalement? Qu'est-ce qui est le plus reconnu dans le marché du travail, dans le recrutement? Ça va dépendre de chaque recruteur, je pense, ou de la compagnie. Quelqu'un qui s'inscrit dans plusieurs associations, qui fait des activités en dehors de l'école, ça prouve déjà que tu es capable d'organiser ton horaire par rapport aux études. Souvent, je le mentionne à certains étudiants, même si tu n'as pas d'expérience, ton école, c'était l'expérience quand même, tu apprends. C'est encore un plus aussi, parce que tu apprends des informations qui sont mises à jour, que peut-être que Manon, il y a 10 ans, elle a appris d'autres choses. Puis là, comme en 2021, il y a tellement de choses qui ont changé qui fait que c'est sûr que les programmes vont s'adapter aux nouvelles tendances. Fait que pour moi, c'est un plus. Mais ça va dépendre, je pense, de chaque recruteur. Mais chez Bestseller, c'est encore mieux parce que
vu que nous, nos entrevues sont pas super formelles, tu sais, c'est vraiment une discussion. Fait qu'on va parler des intérêts, on va parler de comment on peut connecter avec toi, avec le gestionnaire aussi. Donc, c'est juste un plus. OK. Ouais. Là, je vais peut-être me retourner vers vous deux pour toujours, en fait, cette idée de recrutement, mais virtuel. Quelles seraient pour vous, genre, les façons, en fait, de se préparer pour quelqu'un, surtout si c'est quelqu'un qui va se présenter pour la première fois à une sorte d'entrevue virtuelle, à une journée carrière un peu comme RH Moi, tu sais, les gens peuvent être intéressés, mais aussi un peu se poser la question comment ça se passe, comment je me prépare, est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce que vous auriez un petit peu à leur conseiller, en fait, pour la préparation? Moi, je te dirais que si c'est une personne qui est là pour la première fois, c'est sûr que de lire à propos de la journée de carrière, de se renseigner des entreprises qui étaient là les années précédentes, du fonctionnement, de ce qui va se passer. Donc, l'année passée, on avait des entrevues éclairs. C'était quelque chose qui était nouveau. C'était du recrutement sur place. Donc, pour un candidat qui veut se présenter puis qui se dit « Ah, je vais aller aux conférences, aux entrevues éclairs », est-ce que tu sais ce que c'est une entrevue éclair? Est-ce que tu sais c'est quoi les conférences? Je pense déjà que ça va vraiment l'aider, la personne, ça va aider la personne. Puis, il y a tellement de choses qu'un candidat peut faire pour se préparer, c'est fou. Je suis sûre que tu acceptes. Oui, dans le fond, tu disais que ce qui était différent, c'est qu'on peut être en pyjama. Puis c'est sûr que là, ce qui est plus important, c'est le top. Donc, c'est sûr que ça de bien magasiner un bon top aussi. Tu peux toujours tester. Là, maintenant, c'est différent. Là, il faut être sûr que ta caméra fonctionne, que ton microphone fonctionne. Fait que vraiment, je dirais, si je me mets à la place d'un candidat, de vraiment tester tout ça avant, la veille ou le matin même, avant de participer, s'assurer que ça va pas comme couper, puis ça va arriver. Je pense que c'est le nouveau normal maintenant qu'on fait les entrevues virtuelles. J'en ai eu des est-ce que tu m'entends? Ah, excuse, je me suis pas un mute, tout ça. Donc, peut-être juste se pratiquer avec un ami ou, je sais pas, tu sais, vraiment juste s'assurer que ça fonctionne parce que vu que ça va tellement plus vite en virtuel, si jamais ça bloque ou que ton caméra fonctionne pas, puis il y a un autre candidat qui est prêt, le recruteur va plus se diriger vers quelqu'un qui est prêt puis qui a déjà tous ses outils ou ses je sais pas comment on dit ça, le micro ou une caméra de près. Son environnement y est prêt. Oui, c'est ça. Puis aussi avoir un environnement calme. Ouais. Parce que moi, par expérience personnelle, quand tu as un chien qui jappe ou tu as des livraisons ou quoi que ce soit qui arrive, c'est sûr que ça fonctionne pas vraiment. Ce que je pourrais ajouter, par exemple, qui a pas rapport avec l'environnement, mais qui est vraiment bon, c'est de se renseigner auprès des entreprises qui vont assister. C'est sûr que nous, en ce moment, on les révèle pas, mais on va les révéler au fil du temps et avant l'événement. Donc, c'est sûr que c'est important de se renseigner. Puis, par exemple, je voudrais appliquer pour un poste pour best-seller, naturellement, de connaître l'histoire de best-seller, de connaître c'est quoi leur différence, qu'est-ce qu'ils font pour se démarquer, puis c'est quoi les postes ouverts, de se préparer, en fait. Ouais. Parce que pour moi, c'est mon opinion personnelle, mais pour moi, quand tu arrives à un poste puis on te dit, est-ce que tu connais un peu l'histoire de best-seller, puis t'es comme, mais pas vraiment. Moi, ça enlève des points directs. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, je sais pas si je parle pour tous les recruteurs, mais moi, quelqu'un qui me pose la question, qui est best-seller, c'est long parce qu'on se répète à longueur de journée. Puis moi, dire 10 fois la même histoire de best-seller, ça me dérange pas parce que c'est ma job, mais en même temps, je m'attends à ce que tu as fait la recherche aussi. Puis que, comme Cassandra a dit, quand tu vas savoir quelle entreprise participe et quel poste t'intéresse, il y a un poste ouvert, cherche les bonnes questions, puis à la fin, c'est les candidats, c'est eux qui magasinent pour leur compagnie. C'est pas la compagnie qui va magasiner ses candidats. C'est vraiment... Les tables ont tourné, vraiment. Fait que c'est vraiment plus... c'est toi qui veux un poste dans une compagnie, mais trouve la bonne compagnie pour toi. Donc, c'est quoi que tu veux savoir? C'est pas l'histoire qui va faire que tu vas appliquer dans un poste, mais ça se peut qu'on te pose des questions. Quand ça, c'est une entrevue sur place, donc ça se peut que je te pose des questions sur nos valeurs, une question sur nos brands. Donc, c'est sûr que c'est important de vraiment bien connaître l'entreprise. Ouais. Ouais. Et justement, tu mentionnais que en virtuel, tout va un peu plus vite. Et je ne sais pas si vous aurez peut-être un conseil à voir qu'est-ce qu'on peut mettre en avant en tant que candidat quand on se dit « OK, là, je vais faire une entrevue virtuelle. » Je sais que j'aurais peut-être pas comme... C'est peut-être un peu plus difficile de communiquer dans le non-verbal. Et des fois, ça peut beaucoup jouer. Ça donne un peu genre le dynamisme de la personne. Est-ce que vous aurez peut-être des conseils
OK, genre comme dans une entrevue virtuelle, c'est comme on va beaucoup apprécier si comme la personne met plus en avant ça. Avant, je sais que genre l'année dernière, il y avait une petite capsule pour RH Mode et les recruteurs disaient venez dynamique, venez souriant, on veut vous rencontrer. Donc tu viens avec ton grand sourire, tu es prêt à entamer et puis comme c'est déjà un bon point. Avec cette situation où c'est plus virtuel, ce serait quoi plutôt comme l'alternative ou peut-être la façon de toujours montrer peut-être son dynamisme et son intérêt? Moi, je vais donner 2 points. Un plus pour RH Mode puis un plus général. Avec la plateforme, les candidats vont pouvoir vraiment personnaliser leur page profil. Mm-hmm. Donc, déjà que ton CV va vraiment te décrire, ta page profil va encore plus te décrire. Donc, plus tu la personnalises, plus tu vas être décrit, plus tu vas être attrayant pour les recruteurs. Alors, c'est la chose à faire pour la plateforme. Puis, un conseil d'avis général, parce que j'ai déjà vu ça dans les autres journées carrière, naturellement, j'ai assisté pour aller voir un peu qu'est-ce qui se fait. Moi, dans le fond, j'étais située comme candidat ou quoi que ce soit, puis les gens m'approchaient même à ça avec des « Yo, ça va? Allô, t'as-tu des postes? Allô, est-ce qu'il reste encore des postes? » Moi, je crois qu'en fait, quand un candidat... Je pense que c'est logique, c'est de base, mais c'est quelque chose qui se fait pas tout le temps, donc je le mentionne. Puis peut-être que toi aussi, tu vas pouvoir le dire, mais je pense que la façon dont tu parles à un recruteur, c'est 100%. Comment tu approches même. Parce que parler à un recruteur, une fois que l'approche, elle est faite, une fois que la glace, elle est cassée, c'est sûr que c'est plus facile, mais la façon d'approcher, c'est très, très, très important. Donc, être poli, de toujours dire bonjour, ce sont des humains. Même s'ils sont derrière une plateforme, ils sont là. Puis de vraiment prendre le temps, dans le fond, parce que eux, ils vont être là, puis ils vont avoir environ entre 500 à 800, 900 000 participants. Puis si jamais il y a 150 personnes qui appliquent pour le même poste, j'ai quelque chose en anglais en tête, mais « you're just another fish in the sea ». Donc, comment est-ce que tu peux te distinguer? Ben, naturellement, en étant poli, puis en approchant de façon polie et respectueuse. Ouais, l'idée, c'est un peu de peut-être pas oublier que justement, on est peut-être sur une plateforme virtuelle, on est sur Internet, mais ça reste professionnel et on doit faire... C'est la même chose, on a les mêmes personnes derrière l'écran, finalement. Mais est-ce qu'un candidat oserait aller voir un recruteur en présentiel puis dire « Yo, ça va? » J'en doute. Ouais. Non, c'est ça que ça arrive. Je vais faire que « Ouais, merci », mais tu sais, ouais, c'est ça, les merci, points... mais non, merci. C'est ça. Les points, ils ont descendu. Non, je suis complètement d'accord avec Cassandra. Il faut rester quand même professionnel. C'est quand même pour un emploi. C'est pas pour rejoindre un comité ou... c'est vraiment pour un poste, pour une carrière. Donc, il faut rester quand même poli, sourire. Je dirais aussi que on a quand même quelques minutes. On veut pas prendre... Tu veux pas te présenter pendant 1 heure. Donc, je dirais déjà avec... juste pratiquer devant le miroir vraiment un brief, vraiment une présentation de peut-être quelques secondes de qui tu es, puis peut-être ajouter quelque chose de personnel ou comme... Voici pourquoi j'approche le best-seller et pas faire ça trop général. Parce que j'ai déjà ton CV, j'ai déjà ton profil. Donc, si je suis intéressée, je vais aller cliquer puis aller m'informer. De toute façon, l'événement, c'est pas parce que comme ça finit qu'on va plus se reparler. Donc, c'est juste comment attirer l'attention, c'est en se présentant. Puis peut-être que, vu que moi, je suis plus visuelle, donc peut-être donner un genre de fun fact ou de... Mettons, ouais, salut, moi, c'est Erika. Je parle espagnol, français, nanana, puis j'adore bestseller parce que j'aime la mode puis que j'aime le développement durable, par exemple. Puis là, moi, je me rappelais, Erika, c'est elle qui parle espagnol. Comme genre, tu sais, je vais être capable de vraiment plus faire un lien. Fait que je pense qu'en étant soi-même, puis étant à l'aise encore plus parce que là, t'es chez toi, pas qu'il n'y a pas d'excuse de pas non plus, de pas bien se présenter, mais je pense que on va être un peu plus sévère. La première présentation ou Première impression, merci. Première impression compte beaucoup, 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 surtout maintenant en virtuel. Je pense que tu as juste une chance, puis no pressure, mais pratique-toi avant la veille, avec des amis, avec tes parents, avec ton frère et sœur, peu importe. Il faut juste se présenter quelques secondes, puis qu'est-ce qui fait que justement on va se rappeler de toi? Ben, ça se peut que ce soit un fun fact. Pas besoin de dire ton expérience, parce que justement, j'ai toutes les formations. Donc, moi, c'est ça que je donnerais comme conseil, c'est un petit quelque chose de drôle, quelque chose que je vais me faire, elle m'a fait rire, ou... Parce qu'à la fin, comme je disais au début, il faut que tu passes par moi pour rentrer dans l'entreprise. Fait, comment tu peux, justement, comment tu veux que je me rappelle de toi? C'est pas en me disant que tu as fait un bac en gestion de la mode, puis que... Je le sais, c'est super bon, mais j'ai les formations. Qu'est-ce que je peux avoir de plus autre que ton CV?
Puis ça, c'est une question qu'on pose tout le temps dans tout le processus, mais qu'est-ce que tu peux me dire que je ne vois pas sur ton CV? Puis c'est ça qu'il faudrait se poser comme question. Qu'est-ce qu'elle devrait savoir? Mais tu as mentionné la première impression, puis je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant de le mentionner aussi parce que en présentiel, on s'entend, moi, j'ai souvent vu des gens qui s'habillent extrêmement bien. C'est pour marquer, c'est pour être professionnel, puis tu fais « wow », juste déjà là. Mettons que, par exemple, Erika pourrait être en train de parler à un candidat, puis elle voit une autre une candidat qui vient au kiosque, puis la personne est vraiment bien habillée, puis elle est très distinguée, il ou elle, peu importe. T'as déjà une chance, sans avoir parlé, de faire une impression. Tandis qu'en virtuel, t'es juste une personne dans une discussion comme les 100, même peut-être plus personnes. Fait que c'est sûr que c'est 100% vraiment important de se distinguer cette année par d'autres moyens. Puis c'est sûr que de mentionner le bac, c'est pas non plus le meilleur fun fact. Mais aussi se rappeler que finalement, ça reste une connexion humaine. Oui, et que c'est important justement, donc pour sum up un peu, de la personnalisation, autre que tout ce qui est diplôme, etc. La préparation, parce que c'est comme ça va quand même plus fluide et on va sur des choses plus intéressantes. Et après, finalement, la discussion, elle se fait toute seule. Avoir confiance en soi aussi, c'est quand même assez important. Et puis, on discute avec vous et on voit bien qu'on n'a pas des tyrans devant nous. Donc, non, mais c'est ça. Puis surtout, il faut se rappeler que la première raison pourquoi un employeur s'inscrit dans un événement comme RH Mode, c'est pour la visibilité. C'est nous on veut se vendre à toi, un candidat, tu sais. Fait comme, pose-nous les questions, tu sais, comme on est là, on est open book, on est là pour justement, on veut que tu viennes dans notre compagnie, on veut t'attirer. Comment on peut... moi, je veux que tu appliques, je veux pas que tu appliques juste parce que tu as besoin d'un poste, je veux que tu appliques parce que tu veux grandir dans la compagnie. Fait que c'est comme ça que je disais, les tables ont tourné vraiment. Fait que dis-toi que c'est moi qui est plus nerveuse dans un sens parce que c'est moi qui dois justement, si je te veux dans la compagnie, comment moi je peux justement parler de la compagnie puis attirer puis parler des avantages et tout ça. Mais si je vois que t'es pas intéressé ou que je m'appelle pas de toi, je vais pas aller te chercher, tu sais, je vais aller headhunting someone else. Puis c'est pour ça que je dis que c'est important justement de bien se présenter, de donner un fun fact, de peut-être aller être un peu smart puis aller vraiment chercher, par exemple, mon profil sur LinkedIn, peut-être voir si j'étais dans un comité avant ou peut-être que je suis inscrite dans une asso, peu importe, ou dans quelle entreprise j'ai travaillé avant, je sais pas. Tu sais, fait que c'est voir qui participe chez l'employeur pour connecter. Puis c'est souvent ça que je fais aussi avec les candidats. Quand je vois qu'un candidat, c'est sûr chez son CV, mais je vais quand même regarder, faire ma recherche un peu partout. Puis je vais essayer de le connecter pour le rendre à l'aise, puis de voir. Puis surtout, c'est pour ça, je pense que c'est important quand même de parler de ses intérêts, puis tout ça, parce que justement, le but, c'est de connecter. C'est plus comme dans le temps que justement, il faut que tu sortes d'une telle école, puis de telle expérience, tout ça, c'est plus ça. Ben, en tout cas, pas chez Bestseller. Donc, c'est important de vraiment être soi-même à la fin. Fait que si t'es quelqu'un de créatif qui aime ça s'habiller, je pense que montre-les. Puis je te dirais que même si tu mets une fedora, puis je te parle, c'est correct, là, je veux dire, c'est cool, ça veut dire que tu oses, puis que tu te fais confiance, puis que pas que tu t'en fous ce que le monde pense, mais que justement, t'es à l'aise. T'as confiance, exactement. Fait que pour moi, c'est un plus. Je vais faire, hey, c'est Erika avec la fedora. Je vais me rappeler, puis je vais cliquer sur ton profil. J'ai juste besoin de ça en tant que candidat, que le recruteur clique sur ton profil, puis qu'il aille voir. Puis au pire, si ça fonctionne pas avec les postes que j'ai en ce moment, ben on a quand même créé un premier touch base. Puis éventuellement, il y aura des postes qui vont s'ouvrir, peut-être un stage qui va s'ouvrir, puis je vais venir t'écrire, ou toi, tu vas venir m'écrire, puis je vais me rappeler de toi. Ouais. Je trouverais que c'est assez intéressant à garder en tête parce que souvent, les candidats vont peut-être être menés à penser « Ok, j'ai peut-être pas eu de poste, ça y est, c'est fini ». Mais c'est aussi, je pense, important de pouvoir garder le lien, la relation avec l'employeur. Peut-être, on sait jamais finalement ce qui peut se passer. Et puis ça reste toujours comme, finalement, la façon de réseauter, en fait. Oui. On peut finalement peut-être ne pas repartir avec un job ou un stage ou quelque chose comme ça, mais avec des rencontres et du savoir, finalement, dans des compagnies, peut-être qu'on n'aurait peut-être pas pensé. Et puis, je pense que, justement, tu disais que les candidats, c'est un peu eux qui magasinent les entreprises. Oui. Et je pense justement qu'une journée carrière comme RH Mode, c'est un peu l'occasion de se dire, OK, je connais Bestseller, je connais telle compagnie, mais quand je rencontre les représentants, comment moi je le sens? Est-ce que ça me donne envie? Je pense que c'est vrai que c'est intéressant de voir ça de ce point de vue-là.
est-ce que finalement les personnes se disent ok, j'ai aussi envie de matcher avec les valeurs de l'entreprise, comment je vais me sentir dedans. Je pense aussi éventuellement que c'est comme une sorte de tendance, on dit un peu avec les milléniaux, etc., qui veulent un peu être bien dans leur job, avoir un bon équilibre et pas nécessairement avoir un 9 to 5, là. Fait que, ouais, c'est super pertinent. Ouais. Mais, tu sais, justement, ce que j'aime de RH Mode, c'est vraiment unique. C'est pas seulement parce que c'est en mode, c'est déjà un fil de plus. C'est moi, les candidats qui vont appliquer, je sais déjà qu'ils ont l'intérêt en mode, puis c'est quand même important. C'est pas nécessaire, mais c'est un atout de, justement, connaître un peu le marché. Puis, je dirais que même, c'est ça, c'est important de magasiner, puis juste, à la fin, même si tu restes pas pendant 20 ans dans une entreprise, c'est pas ça le but non plus. Je veux pas quelqu'un qui va rester 50 ans avec nous. Je veux juste que tu aies une belle expérience dans la compagnie. Puis c'est vraiment ça. Puis on dirait que c'est dur à croire des fois que we care, mais c'est vraiment ça parce que quand toi, tu es bien dans notre compagnie, tu vas vraiment contribuer, tu vas grandir. Puis à partir de là, ben, tu fais ta carrière. Tu sais, si tu peux partir d'une autre compagnie, mais à la fin, le 1 an que tu as fait chez Bestseller, ben, tu as vraiment apporté beaucoup à la compagnie. Fait que moi, c'est vraiment ça que je trouve qu'il faudrait vraiment que tous les recruteurs fassent aussi. Là, c'est de bien représenter la compagnie, la culture, être transparent. Puis, c'est ça. RH, c'est vraiment une raison pour juste montrer qui est Bestseller. Et justement, un peu pour rebondir sur ça, c'est comme matcher bien avec la compagnie, ce qu'elle est réellement. On a pu voir justement sur votre site web que vous vous souciez justement de l'environnement chez Bestseller. Et je pense que, tu sais, comme il y a beaucoup de candidats qui pourraient se questionner là-dessus, notamment s'ils partagent ces mêmes valeurs-là. Qu'est-ce que tu pourrais me dire dessus peut-être sur les choses que vous faites à Bestseller, ce que vous pensez de cette cause-là? Oui. Nous, on a comme une politique, si on peut dire, qui s'appelle Bringing... Je vais le dire en anglais, c'est Bringing Bringing Sustainable Fashion Forward. Donc, en vieux français, ça veut dire progression vers la mode durable, si on peut dire. Donc, de plus en plus, Bestseller, globalement, veut justement, veut vraiment être sûr qu'on recycle, qu'on ait une mode circulaire. Donc, vraiment... quand on fait nos vêtements, de faire attention avec le tissu qu'on a, mais aussi de prendre les morceaux de tissu qui n'ont pas été utilisés pour des vêtements pour les reprendre puis refaire d'autres vêtements. C'est quand même assez... Aussi, c'est encore vers la transparence. Donc, on va vraiment mettre tous les matériaux qu'on a utilisés sur nos étiquettes. Puis on va être transparent par rapport à ce qu'on a utilisé, combien de pourcentage de coton par exemple. Fait que d'ici 2025, on veut vraiment s'assurer qu'à 100%, on est quand même vers le développement durable. Un exemple que je pourrais te donner, ça serait Jack & Jones. Leurs jeans, la plupart sont 50% et plus du coton. Puis ça va être écrit sur l'étiquette. Le but, c'est d'aller vers le plus possible vers ça. Mais c'est pas juste côté vêtements, c'est aussi globalement dans toutes les sphères de la compagnie. Donc, par exemple, la production aussi, on a un gros centre de distribution, centre de production au Bangladesh, par exemple. Donc, on va vraiment s'assurer qu'il y a une équité salariale, qu'il y a des meilleures conditions de travail. Donc, ça va dans tout ce qui est comme développement durable. Donc, c'est pas mal ça. Mais c'est vraiment tout ce qui est tissu. C'est juste aller vers un environnement plus soucieux de l'environnement, puis vraiment éco-responsable, mais aussi qu'il y ait une certaine production. C'est ça. Ouais, je vois un petit peu. Et justement, tu as parlé des productions au Bangladesh. Ouais. Et ça fait vraiment finalement référence à l'éthique. Ouais. Et je pense que c'est super important parce que finalement, il y a un petit peu, je dirais, cette vision globale. C'est ce que je vois autour de moi, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pensent ça aussi. C'est comme l'industrie de la mode, du textile, c'est super polluant. Ouais. C'est extrêmement polluant. Et puis comme les gens se soucient aussi de comme certaines compagnies font leur production dans des conditions qui ne sont pas forcément toujours justes et toujours les meilleures. Et justement, je pense que c'est tellement une bonne chose. C'est comme des compagnies comme Bestseller et les marques qui sont en dessous, c'est comme de mettre en avant cet aspect-là, de le faire savoir au monde. Et je pense que d'une part, ça inspire les candidats et les personnes qui voudraient travailler parce que quand tu as ce genre de valeurs, je trouve que ça en dit beaucoup sur la compagnie et sur les personnes qui y sont. Mais je pense aussi que finalement, ça pourrait aussi inspirer d'autres compagnies, en fait, de participer à ce mouvement-là. Ouais.
d'un meilleur lendemain, de développement durable, d'éthique et tout ça. Et je trouve ça tellement inspirant et ça fait du bien à voir, j'ai envie de dire. Oui, exactement. Puis tout ça, c'est dans notre site web aussi pour, encore une fois, comme peu importe, c'est une compagnie ou un candidat qui regarde sur notre site web, tout est là. Puis on est vraiment, je dis souvent le mot transparent, mais c'est parce c'est vraiment une de nos valeurs. On est vraiment honnête. Fait que c'est tout écrit là, puis on s'est donné comme des objectifs d'ici 2025 de, par exemple, assurer un mode circulaire à 100%, tout ça, que les acheteurs et tous les stylistes soient formés pour justement avancer vers une mode durable. Fait que, non, c'est important d'en parler puis de dire qu'on n'est pas parfait non plus, puis voici qu'est-ce qu'on va faire pour justement s'améliorer. Puis c'est un peu ça, cette politique-là, c'est ouvert, c'est public, puis c'est d'ici 2025, voici nos actions, voici ce qu'on va faire, puis qu'est-ce qu'on aimerait accomplir. Puis le but, c'est de s'améliorer. C'est pas être parfait, on peut pas, mais si on peut être le meilleur, bien c'est sûr que voici ce qu'on pense faire. Donc, c'est ça. Ouais. L'essentiel, c'est un petit peu de commencer finalement, puis d'inspirer, d'aller plus loin. Et pour les personnes qui aimeraient en savoir plus, les informations sont disponibles sur le site web, c'est ça? Oui, c'est www.about.bestseller.com. C'est en anglais parce que ça vient du Danemark. Donc, tout ce qui est traduit du danois, c'est en anglais. Mais c'est sûr qu'on peut toujours traduire avec Google. Oui, c'est ça. Mais non, mais tout est là, tous nos sites web. Sinon, sur Google, About Bestseller, puis c'est le premier site web. Donc, vraiment, toutes les informations sont là. Sinon, sur LinkedIn aussi, il faut aller dans la page de Bestseller. Toutes les informations sont là aussi pour vraiment aller chercher, puis justement aller trouver des questions qu'on peut poser durant l'événement si jamais c'est quelque chose que quelqu'un l'intéresse. Ouais. Ouais. Ça pourrait être un super bon point aussi pour aller plus loin aussi dans la connaissance de la compagnie. Je trouve ça super inspirant. Et je vais un peu switcher sur quelque chose d'autre. Là, on va passer à une partie un peu ludique. Ça serait une sorte comme de petit jeu de mythe ou réalité. Donc, c'est un peu des questions que les gens se posent pas mal en ce qui concerne le recrutement. Et on aimerait savoir de la part de professionnels, est-ce que c'est plus un mythe ou une réalité? Parfait. Donc, je vais vous dire des phrases et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, la première, c'est mythe ou réalité. Il est inutile d'envoyer sa candidature spontanée. Je vais répondre en premier, puis après, Cassandra, si tu veux ajouter. Moi, je dis que c'est un mythe. C'est super utile. C'est comme je te dis, le pire qui va arriver, c'est qu'on ne va pas t'appeler pour un poste. Ça, c'est le pire. C'est pas la fin du monde. Donc, moi, je dis qu'il faut toujours s'essayer dans la vie. Donc, oui, une candidature spontanée, en ce moment, on n'a pas de courriel pour que tu envoies, mais moi, je suis quand même assez accessible. Donc, candidature spontanée, ça peut être, j'écris au recruteur sur LinkedIn, puis j'envoie mon CV. Mais encore une fois, faut se démarquer. Donc, dans le message, c'est pas un copier-coller d'un template qu'on a trouvé sur Google de comment écrire un recruteur. C'est vraiment être soi-même. Puis, ça dépend de chaque recruteur, mais moi, j'ai toujours mes messages, puis je les réponds si c'est oui ou non. Ou désolé, il n'y a pas de postes qui sont ouverts pour ton profil, mais ça me fait plaisir que, justement, tu es intéressé à la compagnie. Merci beaucoup. Si jamais tu es intéressé à un poste qui est ouvert, viens m'écrire. Puis c'est tout. Donc, c'est juste un premier contact qu'il faut. Donc, oui, quand on dit spontané, c'est très utile. OK. Écoute, moi, je pense que tu as tout dit, honnêtement. Tout ce que je dirais, c'est juste que qui risque rien n'a rien. Donc, si jamais tu vois pas qu'il y a des postes qui peuvent t'intéresser, mais que l'entreprise t'intéresse, pourquoi pas envoyer ton CV? Puis, je me demande justement dans cette optique-là, est-ce que, tu sais, comme des fois, ça se peut qu'il y ait des postes qui soient ouverts, mais que ce soit pas dit publiquement, peut-être? Et que ça pourrait être une opportunité? C'est une très bonne question. Ça parle beaucoup du marché caché. Ça veut dire que, justement, les postes qui sont pas publiés, c'est sûr qu'il y en a. Comme en tant que recruteuse, je suis toujours à l'affût de qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois dans certaines équipes ou certains départements. Donc, je sais qu'il y a des postes qui vont s'ouvrir dans les 6 prochains mois, que je peux pas en parler juste parce que c'est pas encore confirmé, mais que je sais que ça s'en vient. Donc, c'est sûr que oui, il y a des postes qui sont pas publiés. Puis nous, souvent, on va le publier après qu'on ait annoncé ça à l'interne. Donc, tout ça pour dire que si c'est pas publié, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de poste. C'est juste que ça se peut qu'on regarde qu'on peut promouvoir à l'interne, quel employé est intéressé à peut-être postuler. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller le publier. On va juste développer avec l'employé. Puis, mais c'est sûr qu'il y a des postes qui sont cachés. Alors, un deuxième mythe ou réalité, ce serait... ce n'est pas bien vu de demander un feedback après un refus.
Je sais pas, Cassandra, as-tu déjà fait ça? J'ai jamais fait ça. Je suis vraiment pas comme ça. Moi, je sais pas. Je vais parler d'expérience parce que j'ai fait du recrutement et des ressources humaines avant d'être dans mon poste de gestionnaire. Moi, je le donnais toujours le feedback parce que je trouve que c'est vraiment important de s'améliorer. Puis voilà. Les seules exceptions, c'est que je donnais pas le feedback ou je disais que je le faisais pas quand je me sentais pas confortable parce que je voyais que le candidat il était pas vraiment ouvert à la critique constructive, puis c'était vraiment plus agressif du genre pourquoi est-ce que je l'ai pas eu l'emploi. Mais honnêtement, je trouve que c'est vraiment important de savoir pourquoi est-ce que tu l'as pas. Dans la mesure du possible, je pense que le recruteur doit toujours se donner le choix de dire oui ou non. Si pour un certain candidat tu veux pas le dire, tu le dis pas. Mais pourquoi pas le demander? Mais je pense que la façon dont on le demande, ça doit être vraiment, vraiment, vraiment fait de façon professionnelle parce que c'est quand même très délicat comme sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis d'accord. Moi, j'ai toujours ça en tête que mon candidat, c'est un client de la compagnie. Fait que l'expérience est très importante. Donc, comment je délivre le feedback aussi, des fois, il peut être très général puis pas très précis parce que certaines raisons qu'on n'est pas très à l'aise de le dire ou que ça se dit pas, mais que des fois, on n'a juste pas c'est pas un feedback constructif. Mais comme disait Cassandra, je pense que c'est important dès le début, même dans ma lettre de refus, j'essaie le plus possible de l'écrire de mon courriel puis avec les vraies raisons. Puis souvent, ça peut être vu comme général pour certaines personnes, comme OK, on a avancé avec un autre candidat qui a plus d'expérience. C'est ça le feedback. Ben, justement, comme si tu as besoin de plus de feedback, en tout cas, moi, personnellement, je vais te le donner. Ça peut être aussi une question de... Des fois, c'est juste pas un fit avec le gestionnaire. Donc, c'est là que je vais pouvoir en parler puis dire, ben voici les raisons pourquoi. Mais, tu sais, c'est pas juste de donner du négatif, c'est toujours être constructif. Donc, on va donner du positif aussi. Puis, c'est ça. Il faut juste rester constructif à la fin. Puis, il faut pas se gêner de demander du feedback. Donc, c'est un mythe. It is. Ouais, je confirme. C'est un gros mythe. Puis si le recruteur répond pas, il y en a qui vont pas répondre, ça se peut. Ou il y en a qui vont donner la même réponse encore une fois, ou qui vont dire je ne suis pas en liberté de donner du feedback. C'est tout. Tu sais, je veux dire, à la fin, il faut tourner la page. Puis. Vrai. Très bon conseil. Ça se peut que ça veut juste dire que la vie fait bien les choses. Ça veut juste dire que c'est pas le bon rôle, la bonne compagnie, le bon timing. Va à la prochaine compagnie ou fais ta recherche. C'est plate, mais c'est la vie aussi. Fait que, ouais. Mais finalement aussi, même les entrevues, ça devient comme de la pratique. Quand on les a pas, quand c'est des entrevues rapides, etc., ça nous permet de... Des fois, on a des questions, on s'attend pas. Je sais que moi, j'ai eu une entrevue récemment qui a été comme... Juste la personne m'a contacté directement, m'a dit est-ce que tu es disponible maintenant. Je me suis dit, bon, allez, go. Et la personne m'a dit alors pour le salaire, qu'est-ce que tu en penserais? Et j'étais pas du tout prête pour cette question-là. Donc là au moins je me suis dit ok bon, si on me pose la question la prochaine fois, je sais que je pourrais dire telle affaire. Et je me suis dit bon, moi ce que j'en retire c'est que j'ai appris je sais ce que j'ai peut-être senti que j'avais moins bien fait ou bien fait justement. Et après next, on verra la prochaine et je serai plus prête. Finalement, c'est bien de faire de l'introspection, en fait. C'est bien de savoir comme quelles ont été tes forces et tes faiblesses. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois que je termine un entretien. Pour savoir qu'est-ce qui a bien fonctionné, puis qu'est-ce que prochaine fois, tu devrais être un peu plus préparé. C'est ça, parce que je pense qu'au final, tu sais, quand on le sent aussi en tant que candidat, quand il y a quelque chose qu'on n'a pas géré, et puis c'est correct. C'est comme on est là pour apprendre, etc. Et puis je pense qu'aussi des personnes qui ont dû faire beaucoup d'entrevues, etc., vont toujours avoir quelque chose qui ne va pas être parfait. Et je pense justement que tu nous disais, c'est correct finalement, c'est juste la connexion. Personne n'est parfait. Non, c'est ça. Puis ça peut être aussi en même temps que... des fois, c'est une question de timing aussi. Mettons que l'entrevue s'est faite rapidement parce que le recruteur il a appelé puis il a fait entre eux 2 appels. Puis c'est pour ça que c'est important que la personne qui reçoit un appel d'un recruteur, souvent, je leur dis de ne pas répondre parce que le recruteur va laisser un message vocal, puis là, toi, tu vas prendre le temps d'écouter le message vocal, tu vas rappeler, puis tu vas donner la date et l'heure qui était disponible, comme ça, tu vas pouvoir te préparer pour l'entrevue. Puis si tu veux répondre parce que tu as peur de manquer l'appel du recruteur, il n'y a pas de problème, tu peux répondre, puis
Mais si t'es pas disponible, t'es pas prêt de faire une entrevue, juste dis-le. Puis donne les informations claires. Comme c'est pas un bon moment pour moi de faire une entrevue, mais je suis disponible demain à telle heure après. Puis c'est parfait parce que pour les recruteurs, c'est comme nous, on fait juste du block and play dans notre agenda. Donc pour moi, si tu me dis t'es disponible demain à 15h, je vais pas faire comme t'as manqué ta chance. Je vais faire OK, parfait, je te rappelle à 15h parce que en plus, si moi je t'ai écrit, c'est parce que j'ai vu ton CV, j'ai vu ton profil, je suis intéressée. Je pense que tu ferais un bon fit pour le poste. Donc, je vais pas te perdre. Donc, si tu es disponible demain, je vais m'adapter à ton agenda si je peux. Donc, il faut pas être gêné de dire non à un recruteur pour une entrevue. Ça veut pas dire que le prochain appel, c'est le bon candidat. T'sais. À la fin, il y a tellement d'autres étapes dans le processus que c'est pas l'appel téléphonique qui va... Des fois, oui, mais c'est pas l'appel téléphonique qui va... qu'on va trouver un candidat tout de suite. C'est vraiment pas ça. Donc, je pense que ça rassure aussi pas mal de personnes. Le nombre de personnes qui se disent « Oh mon Dieu, j'ai raté l'appel, c'est bon. Il y a eu comme sûrement 5 autres personnes après moi, ils ont trouvé. » C'est clair. Mais... Non, c'est ça. Il faut prendre le temps de parler à chacun ou chaque personne. Mais surtout, souvent, si tu reçois un message d'un recruteur, c'est parce que à la base, tu es éligible pour le poste ou pour la compagnie. Puis... c'est sûr que si tu me dis je suis disponible le mois prochain, ça se peut que dans le mois, j'ai trouvé quelqu'un. Mais demain ou dans deux jours plus tard, c'est impossible que la personne va être embauchée sur le tas. Il y a tellement d'autres étapes à suivre. Il faut se dire que c'est pas comme dans le temps parce que tu arrivais sur le terrain de construction. OK, tu peux travailler aujourd'hui. Parfait, tu commences. C'est pas comme ça. C'est maintenant, c'est vraiment... faut t'appliquer puis il y a des étapes à suivre. Ça va dépendre de la compagnie, là, mais... Dans toutes les compagnies, l'entrevue téléphonique, c'est juste le premier touch base qui dure 15 minutes maximum. Impossible qu'on embauche quelqu'un à partir de là. Ouais. Donc, il faut prendre le temps qu'il faut. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'on est passé sur tous les angles du sujet, là. Oh my God. On a eu une discussion extrêmement riche. Et bien, je vous remercie beaucoup d'avoir pris part à la discussion. Merci à Je toi. pense que les auditeurs vont beaucoup apprécier. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Donc, n'hésitez pas à suivre le comité Mode et Affaires, mais aussi Bestseller et RH Mode sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. À bientôt.